L'illusion de sécurité est un voile fragile, une fine membrane qui nous protège de l'obscurité jusqu'à ce qu'une force brutale vienne la déchirer. Dans les banlieues résidentielles de Westminster, au Colorado, ce voile semblait pourtant indestructible. C'était un lieu de pelouse tondue et de parcs familiaux où le danger n'était qu'un concept lointain. Pourtant, le matin du 5 octobre 2012, cette tranquillité allait voler en éclats. Jessica Ridgway, une enfant de 10 ans, s'apprêtait à effectuer une marche de quelques minutes qui allait se transformer en un vide abyssal. Ce que personne ne savait, c'est que dans l'ombre de ces rues familières, un prédateur attendait, tapi dans la normalité la plus banale. Bienvenue sur Traces perdues. Si vous êtes passionné par la quête de vérité et la psychologie criminelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes documentaires. Nous commençons aujourd'hui l'un des récits les plus poignants de l'histoire du Colorado. Pour comprendre la profondeur de la blessure infligée à cette communauté, il faut d'abord comprendre qui était la vie qui s'est éteinte ce matin-là. Jessica Ridgway est née le 23 janvier 2002. Au moment de sa disparition, elle était en CM2 à l'école élémentaire Witt, une enfant située à la lisière de l'adolescence, mais encore fermement ancrée dans les joies innocentes de l'enfance. Sur les affiches de recherche qui allaient bientôt recouvrir la ville, Jessica était décrite comme une fillette de 1,47 m, aux cheveux blonds coupés aux épaules et aux yeux bleus étincelants. Ce matin-là, elle portait un manteau noir, bouffant, très distinctif. Un détail qui deviendrait plus tard le point focal des équipes de recherche, scrutant chaque centimètre du paysage. Mais au-delà de ces descriptions physiques, Jessica était le cœur battant de sa famille. Sa mère, Sarah, la décrivait comme son rocher, la voie lumineuse de sa vie. Elle était celle qui apportait l'équilibre émotionnel et la joie dans ce foyer monoparental. Ses centres d'intérêt étaient emblématiques de sa génération. Elle faisait partie d'une équipe de cheerleading, une activité qui soulignait son énergie débordante et sa nature profondément sociale. Jessica aimait danser, inventant souvent ses propres chorégraphies et ses propres chansons dans le salon familial. Elle était une fan inconditionnelle des séries de Disney Channel, trouvant son inspiration dans les mondes colorés de Victorious ou des sorciers de Waverly Place. Sa créativité débordante s'exprimait jusque dans ses projets pour Halloween. Cette année-là, elle avait préparé avec une excitation fébrile un costume de maîtresse nageuse zombie, un détail qui par la suite ajouterait une ironie macabre et une poignancie insoutenable au deuil de la communauté. Vivant dans une maison multigénérationnelle avec sa mère, sa grand-mère et sa tante, Jessica était au centre d'une structure familiale soudée. Bien que ses parents soient séparés et que son père vive dans le Missouri, les enquêteurs ont rapidement établi qu'elle entretenait des relations positives et aimantes avec ses deux parents, écartant ainsi très tôt la piste d'un enlèvement familial. À l'école, ses enseignants la décrivaient comme une élève modèle, toujours prête à aider, curieuse et désireuse de se faire de nouveaux amis. Elle n'était presque jamais absente, ce qui rendit son silence ce matin-là d'autant plus assourdissant. Le cadre de ce drame, Westminster, est l'archétype de l'enclave suburbaine américaine, située stratégiquement entre les métropoles de Denver et de Boulder. C'est une ville définie par ses espaces verts généreux, ses sentiers de randonnée le long de Big Dry Creek et la vue majestueuse sur les montagnes rocheuses au loin. Le quartier spécifique où résidait la famille Ridgway représentait le summum de la sécurité résidentielle. C'était le genre d'endroit où le concept de danger venant d'un étranger était enseigné dans les manuels scolaires, mais ne se manifestait presque jamais dans la réalité physique. Le trajet de Jessica vers l'école était une routine bien huilée. Elle devait marcher de sa maison sur Morris Street jusqu'à Chelsea Park, une distance de seulement 3 pâtés de maison. Là, elle devait retrouver un groupe d'amis pour terminer ensemble le trajet d'un peu plus de 2 km jusqu'à l'école Witt. Chelsea Park n'était pas seulement un point de repère géographique, c'était un centre social pour les enfants du quartier, une zone de sécurité désignée dans la carte mentale de tous les parents de la ville. La distance incroyablement courte entre sa porte d'entrée et ce parc, environ 5 minutes de marche, est l'un des éléments les plus glaçants de l'analyse criminologique de cette affaire. Le prédateur n'a pas choisi d'enlever Jessica dans un lieu reculé ou au milieu de la nuit.
Il a frappé au cœur même de sa routine quotidienne, exploitant la plus brève fenêtre de temps où elle n'était pas sous surveillance. Cette proximité géographique avec le confort du foyer rend l'acte d'une cruauté inouïe. Le matin du vendredi 5 octobre 2012 a commencé avec les rythmes habituels d'une famille de la classe ouvrière. Sarah Ridgway venait de terminer un quart de nuit épuisant de 10 heures. En rentrant, elle a partagé un dernier moment de tendresse avec sa fille. Jessica, qui avait récemment demandé un réveil pour cultiver son indépendance, s'était levée seule à 7h45. Elles ont regardé la télévision ensemble, Sarah épluchant une orange pour le déjeuner de sa fille, pendant que Jessica grignotait une barre de céréales. À 8h30, après un dernier adieu, Jessica a franchi le seuil. Sarah a regardé sa fille s'éloigner, a verrouillé la porte et, écrasée par la fatigue, s'est endormie. Ce moment précis, le clic de la serrure, marquerait le dernier contact visuel que Sarah aurait jamais avec son enfant. L'enlèvement s'est produit dans le vide temporel entre le départ de la maison et l'arrivée prévue au parc. Selon les reconstructions ultérieures, le coupable attendait dans son véhicule, garé stratégiquement pour observer sans attirer l'attention. La vitesse et la férocité de l'acte furent telles qu'aucun voisin ne rapporta avoir entendu de lutte, malgré la densité résidentielle de la zone. Ce qui aurait dû être une marche banale vers l'éducation et l'amitié s'est transformé en une interception violente. À l'école élémentaire 8, la cloche a sonné, les cours ont commencé et Jessica a été marquée absente. Le protocole standard a été suivi, un appel automatisé a été généré vers 10 heures du matin pour signaler cette absence à la famille. Mais à ce moment-là, Sarah Ridgway était plongée dans un sommeil réparateur, ignorant que sa boîte vocale venait de recevoir l'annonce d'une catastrophe. Pendant 8 heures, un silence administratif tragique allait régner, offrant aux ravisseurs une opportunité de disparaître dans la nature. Ce délai de notification est l'un des aspects les plus déchirants de l'affaire, car au moment où Sarah s'est finalement réveillée à 16h30 pour découvrir le message, le sort de Jessica était déjà tragiquement scellé. La réalisation de l'absence de Jessica a provoqué chez Sarah une sensation de froid glacial, un pressentiment viscéral que quelque chose de terrible venait de se produire. Elle a immédiatement parcouru le chemin vers l'école, a fouillé le parc de fond en comble et a appelé tous les parents de ses amis, espérant contre toute attente une explication rationnelle. Mais le vide était total. À 17h, l'appel au service d'urgence 911 a marqué le début officiel d'une enquête qui allait mobiliser des moyens colossaux. L'enregistrement de cet appel capture la panique brute d'une mère confrontée à l'impensable. La police de Westminster a réagi avec une rapidité exemplaire, dépêchant des officiers sur les lieux en quelques minutes seulement. Contrairement à beaucoup d'affaires de disparition d'enfants où les autorités attendent parfois avant de conclure à un enlèvement, les circonstances de la disparition de Jessica, une enfant fiable et sans histoire, ont poussé le bureau d'investigation du Colorado à émettre une alerte Amber dès 21h15. Le dispositif était lancé. Les portraits de la fillette au manteau noir inondèrent les écrans, mais l'obscurité qui tombait sur les Rocheuses ce soir-là cachait un secret qu'aucune lumière ne semblait capable de percer. La disparition de la petite Jessica Ridgway a agi comme un détonateur, transformant instantanément la banlieue paisible de Westminster en un centre d'opération tactique d'une ampleur rarement vue dans l'histoire du Colorado. Dès que l'alerte Amber a été diffusée, le centre de loisirs de Westview a été réquisitionné pour devenir le quartier général d'une mobilisation titanesque. En l'espace de quelques heures, plus de 50 agences de maintien de l'ordre, incluant le FBI et le Bureau d'investigation du Colorado, ont convergé vers la ville. L'atmosphère, autrefois légère, s'est chargée d'une tension électrique. Les gyrophares des patrouilles ont remplacé l'éclairage feutré des lampadaires et le silence des rues a été brisé par le vrombissement incessant des moteurs et le balisage des périmètres de sécurité. Les enquêteurs savaient que les premières heures sont cruciales, chaque minute qui passe réduisant statistiquement les chances de retrouver une victime vivante. C'était une course contre l'invisible, une lutte acharnée contre le temps et l'obscurité qui commençait à envelopper les contreforts des montagnes rocheuses. Cependant, alors que les forces de l'ordre tentaient de déployer tous les moyens technologiques à leur disposition, la nature a imposé ses propres limites.
La nuit du 5 octobre a été marquée par une chute brutale des températures, créant des conditions atmosphériques particulièrement hostiles. La police avait prévu de déployer des hélicoptères équipés de la technologie infrarouge à balayage frontal, le FLIR, capable de détecter une signature thermique humaine à travers le feuillage ou dans l'obscurité totale des zones boisées de Big Dry Creek. Mais un ennemi imprévu s'est invité dans le ciel, le givre. Les conditions d'humidité et de froid intense favorisaient la formation de glace sur les pales des rotors, forçant le commandement aérien à clouer les appareils au sol pour éviter un crash. Cette perte d'un atout technologique majeur a été un coup dur pour les équipes de recherche, les privant d'une vue d'ensemble sur les vastes espaces ouverts entourant le quartier de Jessica. Pour compenser, les pompiers ont été mobilisés avec des unités thermiques terrestres, balayant manuellement les parcs et les lits des ruisseaux dans une tentative désespérée de trouver la moindre trace de chaleur dans le froid mordant. Pendant que les professionnels quadrillaient le terrain, un phénomène social sans précédent commençait à prendre forme au sein de la population civile. La communauté de Westminster, loin de se recroqueviller dans la peur, a réagi avec une solidarité qui allait marquer les esprits. Plus de 1000 volontaires se sont présentés au poste de commandement, demandant comment aider. On a vu des mères de famille, des étudiants et des retraités marcher épaule contre épaule dans des lignes de recherche géométriques, sondant les champs et les jardins avec des lampes de poche dont les faisceaux déchiraient la nuit. Le mouvement a pris une dimension symbolique poignante lorsque la couleur préférée de Jessica, le violet, est devenue l'étendard de cette lutte collective. Ce que les médias ont rapidement baptisé la marée de violettes a déferlé sur la ville. Des milliers de rubans violets ont été noués aux boîtes aux lettres, aux troncs d'arbres et aux antennes des voitures. Lors des veillées, la foule était vêtue de cette couleur, créant une unité visuelle qui disait aux ravisseurs que toute une communauté se tenait debout contre lui. Cette mobilisation citoyenne a généré un flux massif d'informations, avec plus de 4000 signalements déposés auprès de la ligne d'urgence, obligeant les analystes à travailler jour et nuit pour trier les pistes potentielles. Sur le front de l'investigation pure, les autorités ont pris une décision audacieuse et logistiquement complexe, le lancement d'un dragage génétique massif. Les policiers ont commencé à faire du porte-à-porte, non seulement pour interroger les résidents, mais aussi pour demander des échantillons d'ADN volontaires à tous les hommes du voisinage. C'était une manœuvre délicate, naviguant sur la ligne ténue entre les libertés individuelles et les nécessités de la sécurité publique. Étonnamment, plus de 700 résidents ont accepté sans hésitation, conscients que l'élimination systématique des suspects locaux était le seul moyen de resserrer l'étau autour du véritable coupable. En parallèle, des points de contrôle ont été établis aux intersections stratégiques. Chaque véhicule entrant ou sortant du périmètre a été photographié et chaque conducteur a été consigné, créant une carte temporelle et spatiale précise des mouvements dans le quartier. Les experts en forensique scrutaient chaque détail, chaque pneu, chaque plaque d'immatriculation, espérant trouver l'anomalie qui trahirait la présence du prédateur. La tension est montée d'un cran le 7 octobre, lorsque la recherche a soudainement basculé de Westminster vers la ville voisine de Superior. Un habitant du lotissement de Rock Creek a signalé la découverte d'un sac à dos abandonné sur un trottoir. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les enquêteurs ont ressenti un poids immense en ouvrant le sac. À l'intérieur se trouvaient les lunettes de Jessica, celles-là même qu'elle portait sur la photo de l'alerte Amber, ainsi qu'une bouteille d'eau et ses vêtements. La découverte a marqué un tournant psychologique sombre dans l'enquête. L'état des vêtements, imprégnés d'urine, racontait une histoire de terreur absolue subie par la fillette. Mais plus révélateur encore était le lieu de la découverte, situé à environ 10 km de sa maison. Cela confirmait définitivement l'implication d'un véhicule et suggérait que le ravisseur ne se contentait pas de fuir, mais qu'il jouait avec les autorités. Le dépôt du sac à dos contenant les lunettes essentielles à la vision de Jessica a été interprété par les profilers du FBI comme un geste de mépris, une manière de dire qu'elle n'en aurait plus jamais besoin. La traque s'est alors intensifiée, transformant chaque habitant en un observateur vigilant. Les analystes du comportement du FBI ont commencé à diffuser des profils d'alerte demandant au public de surveiller des changements de comportement soudains chez leurs proches.
Une personne se rasant soudainement la barbe, changeant de coiffure, nettoyant sa voiture de manière obsessionnelle ou évitant de sortir de chez elle. L'idée que le monstre puisse être un voisin, un collègue ou un membre de la famille commençait à s'immiscer dans les esprits. Les enquêteurs ont également plongé dans les archives criminelles pour chercher des similitudes avec d'anciennes agressions. C'est ainsi que l'ombre de l'incident de Kettner Lake a ressurgi. 5 mois plus tôt, une joggeuse avait été attaquée par un jeune homme tentant de la neutraliser avec un chiffon imbibé de chloroforme artisanal. À l'époque, l'agression avait été traitée comme un acte isolé, mais la comparaison des preuves ADN allait bientôt révéler une vérité terrifiante. Le prédateur de Jessica n'en était pas à son coup d'essai. Il était en phase d'escalade criminelle. Malgré l'ampleur des recherches, le silence de l'agresseur restait assourdissant jusqu'au 10 octobre, date à laquelle l'espoir de retrouver Jessica vivante s'est définitivement éteint dans un parc de la ville d'Arvada. Des agents d'entretien ont repéré un sac poubelle inhabituellement lourd sur le bord d'une route isolée. En approchant, le flair d'un chien policier ne laissa place à aucun doute. L'horreur découverte à l'intérieur dépassait l'entendement. Des restes humains mutilés, dont la nature indiquait une violence post-mortem d'une cruauté chirurgicale. Ce n'était plus seulement l'œuvre d'un ravisseur, mais celle d'un individu doté d'une pathologie sadique profonde, peut-être fasciné par l'anatomie. Le choc a été ressenti dans tout le pays, mais au milieu de cette dévastation, un petit indice allait devenir la clé de voûte de toute l'enquête. Sur le site de la découverte, les techniciens de scène de crime ont mis la main sur une petite croix en bois, un objet insignifiant en apparence, mais qui portait en lui la signature indélébile de l'assassin. L'enquête sur la disparition de Jessica Ridgway venait de franchir un seuil d'horreur indicible avec la découverte de ses restes dans le parc d'Arvada. Mais pour les profileurs du FBI et les détectives de Westminster, le plus terrifiant restait à venir, l'identification de l'ombre qui hantait ces rues. Le portrait robot commençait à se dessiner, non pas comme celui d'un vagabond ou d'un criminel endurci venu de loin, mais comme celui d'un prédateur endogène, un individu qui connaissait chaque ruelle, chaque raccourci et chaque faille du quartier. C'est en plongeant dans les archives des mois précédents que les enquêteurs ont exhumé un dossier qui allait devenir la pierre de Rosette de cette affaire. Le 28 mai 2012, lors du Memorial Day, une jeune femme de 22 ans faisait son jogging près de Kettner Lake, à seulement quelques minutes du domicile des Ridgway. Dans la lumière déclinante de l'après-midi, un jeune homme s'était glissé derrière elle, tentant de plaquer sur son visage un chiffon imprégné d'une substance chimique. La victime, dotée d'un instinct de survie féroce, s'était débattue avec une telle énergie que l'agresseur avait pris la fuite, laissant derrière lui des traces invisibles mais indélébiles. L'analyse en laboratoire des vêtements de cette joggeuse allait révéler une vérité glaçante. Le produit utilisé était du chloroforme artisanal, une substance complexe à fabriquer qui trahissait un esprit méticuleux et une préméditation certaine. Plus crucial encore, les techniciens avaient réussi à isoler un profil ADN partiel sur le tissu. Lorsque ce profil fut comparé aux preuves génétiques collectées sur le sac à dos de Jessica retrouvé à Superior, le verdict tomba comme un coup près. Il s'agissait du même homme. La police de Westminster ne cherchait plus un kidnappeur opportuniste, mais un prédateur en pleine escalade. Un individu qui avait appris de son échec à Kettner Lake pour perfectionner son mode opératoire en s'en prenant cette fois à une cible plus vulnérable. La traque se resserra alors sur les résidents locaux dont les compétences ou les intérêts pourraient correspondre à cette capacité de manipulation chimique et à cette fascination pour la neutralisation physique. C'est alors qu'un nom commença à circuler dans les rapports de police, celui d'Austin Reed Sigg, un adolescent de 17 ans résidant au 1622 de la 102e avenue, une adresse située à une distance dérisoire du domicile de Jessica et de Chelsea Park. Le profil de Sigg était un puzzle inquiétant de signaux d'alerte ignorés. Ancien élève du lycée Stanley Lake, il avait quitté le système scolaire traditionnel en classe de première, marqué par les moqueries de ses camarades sur sa voix haut perchée. Mais loin de s'isoler dans l'inactivité, il s'était inscrit au Arapahoe Community College pour y étudier les sciences mortuaires. Ce choix d'études, qui aurait pu paraître noble pour tout autre étudiant, prenait une dimension sinistre à la lumière de l'enquête.
Sieg ne cherchait pas à honorer les morts. Il étudiait la décomposition, l'anatomie et les processus de préservation pour comprendre comment manipuler le corps humain comme un simple objet biologique. Ses recherches sur Internet révélaient une addiction profonde à des contenus violents et sadiques, une plongée quotidienne dans l'obscurité qui avait fini par éroder ses derniers remparts moraux. L'élément qui allait sceller son destin fut la diffusion de la photo de la petite croix en bois retrouvée sur la scène de crime. Une voisine des Sieg, en voyant l'image sur son écran de télévision, fut frappée par un sentiment de déjà-vu. Elle se souvint avoir vu Austin porter une croix identique et connaissait sa réputation de jeune homme étrange, fasciné par les cadavres d'animaux qu'il ramassait pour les étudier. Elle contacta le FBI et, sur la base de ce témoignage, les enquêteurs se rendirent chez les Sieg le 19 octobre. Austin se montra d'une coopération déroutante, presque clinique. Il accepta sans sourciller de fournir un échantillon d'ADN. C'est ici que l'enquête faillit basculer dans le fiasco administratif. Par une erreur humaine catastrophique, l'enveloppe contenant son prélèvement arriva vide au laboratoire où fut égarée en transit. Ce dysfonctionnement offrit à Sieg plusieurs jours de liberté supplémentaires, des jours durant lesquels il continua à fréquenter ses cours de pompe funèbre comme si de rien n'était, alors que le pays entier pleurait la fillette dont il avait disposé. Cependant, le 22 octobre, la pression médiatique et policière devint insoutenable. Les journaux télévisés annoncèrent officiellement le lien ADN définitif entre l'attaque de Kettner Lake et le meurtre de Jessica. En entendant ces mots, Austin Sieg sentit l'étau se refermer. Ce soir-là, le prédateur redevint l'enfant terrifié qu'il n'avait jamais cessé d'être aux yeux de sa mère. Il confia à ses camarades de classe qu'il se sentait mal, puis rentra chez lui pour dormir dans le lit de sa mère, Mindy Sieg, cherchant un refuge impossible contre les conséquences de ses actes. Le matin du 23 octobre, la vérité finit par déborder. Austin confessa tout à sa mère, l'enlèvement, le meurtre de Jessica et l'attaque de la joggeuse. Mindy Sieg fut alors confrontée au dilemme le plus atroce qu'une mère puisse imaginer, protéger son fils unique ou rendre justice à une autre mère dont il avait brisé la vie. À 8 heures du matin, elle composa le 911. L'appel, qui dura 18 minutes, est l'un des documents les plus poignants de l'histoire judiciaire. On y entend une mère dont la voix se brise sous le poids d'une réalité qu'elle ne peut plus nier, expliquant à l'opératrice que son fils a avoué avoir commis l'irréparable. Puis, dans un calme qui glace le sang, Austin prit lui-même le combiné. Il admit calmement être le meurtrier de Jessica Ridgway, précisant qu'il détenait des preuves irréfutables de son crime à l'intérieur de la maison. Lorsque la police arriva en force sur les lieux, ils trouvèrent un adolescent qui ne fuyait pas. Sieg fut arrêté sans résistance. Mais ce que les techniciens allaient découvrir à l'intérieur de la demeure familiale allait hanter leur nuit pour le restant de leur jour. Dans le vide sanitaire situé sous la maison et dans les canalisations, ils retrouvèrent des traces biologiques, confirmant que l'adolescent avait utilisé ses connaissances en sciences mortuaires pour tenter de faire disparaître les preuves de son forfait. L'interrogatoire qui suivit fut un voyage au cœur d'une psyché dénuée de remords. Sieg s'exprima avec une froideur détachée, décrivant l'enlèvement de Jessica comme un événement régi par le hasard, utilisant l'expression « au mauvais endroit, au mauvais moment ». Il détailla la mécanique de son acte, l'attente patiente dans sa Jeep, la capture rapide de la fillette à l'aide de colliers de serrage en plastique, le transport vers sa chambre où il l'avait maintenue captive avant de l'étrangler. Il raconta son processus de démembrement dans la baignoire familiale avec une précision chirurgicale, expliquant qu'il avait étudié les méthodes des tueurs en série célèbres pour comprendre comment ne pas se faire prendre. Ce n'était pas un crime de passion, mais une expérimentation macabre, la mise en pratique de ses études sur la mort. Pour Austin Sieg, Jessica Ridgway n'avait été qu'un sujet d'étude, une vie sacrifiée sur l'autel de ses pulsions sombres et de sa curiosité scientifique dévoyée. La ville de Westminster pouvait enfin respirer, le monstre était derrière les barreaux, mais le procès à venir allait soulever des questions fondamentales sur la responsabilité des mineurs face à une telle dépravation. Le dénouement de l'enquête avec l'arrestation d'Austin Sieg n'était que le prélude à une bataille judiciaire qui allait tester les limites du système pénal américain face à l'horreur commise par un mineur.
Le procureur général du Colorado s'est retrouvé devant un dilemme juridique et moral sans précédent. Comment rendre justice pour un crime d'une telle dépravation alors que l'accusé n'avait que 17 ans au moment des faits? Malgré son âge, la décision fut prise rapidement de le poursuivre en tant qu'adulte. L'ampleur des 17 chefs d'accusation, incluant le meurtre au premier degré, l'enlèvement, l'agression sexuelle et le vol, ne laissait aucune place à la clémence habituellement réservée à la jeunesse. La société exigeait une réponse à la hauteur de la terreur semée dans les rues de Westminster. Dans le box des accusés, Austin Sigg ne ressemblait plus au prédateur méticuleux qu'il avait été. Il n'était plus qu'un adolescent à la voix frêle, un contraste saisissant avec la noirceur des actes qu'il s'apprêtait à confesser devant le monde entier. La stratégie de la défense a d'abord tenté de s'orienter vers la santé mentale. Les avocats commis d'office ont exploré chaque recoin de l'histoire personnelle de Sigg, évoquant des traumatismes prénataux et des complications lors de sa naissance pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Ils ont plaidé la vulnérabilité d'un jeune homme harcelé à l'école, cherchant dans ses échecs sociaux une circonstance atténuante. Cependant, le dossier de l'accusation était un mur de preuves infranchissables. Entre les aveux enregistrés, les traces ADN irréfutables et les restes humains retrouvés dans son propre foyer, la perspective d'un acquittement ou d'une reconnaissance d'irresponsabilité pénale s'évaporait. Le 1er octobre 2013, dans un geste qui a surpris ses propres conseils, Austin Sigg a choisi de plaider coupable pour l'ensemble des charges. Ce n'était pas un acte de repentir, mais plutôt une reconnaissance clinique de la réalité des faits, une ultime démonstration de son détachement émotionnel face à la tragédie qu'il avait déclenchée. Le verdict final reposait sur les épaules du juge Stephen Munsinger, qui devait naviguer entre deux arrêts historiques de la Cour suprême des États-Unis. D'un côté, la loi interdisait désormais la peine de mort pour les mineurs, et de l'autre, elle imposait aux juges de considérer le potentiel de réhabilitation des délinquants juvéniles avant de prononcer une perpétuité réelle. Mais le crime de Sigg semblait défier toute notion de réhabilitation. Le 19 novembre 2013, le verdict est tombé comme un couperet définitif. Le juge a condamné l'adolescent à la prison à vie pour le meurtre de Jessica, une peine assortie d'une possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Mais pour garantir que Sigg ne respire plus jamais l'air de la liberté, le magistrat a ajouté 86 années de prison consécutives pour les autres crimes, incluant l'attaque de la joggeuse de Kettner Lake. Les mots du juge résonnent encore dans les archives du tribunal. Le mal est apparemment réel. Son nom était Austin Sigg. Par cette structure de peine, la justice s'assurait que le meurtrier finirait ses jours derrière les barreaux, protégé de la société qui l'avait tant traumatisé. Au milieu de cette procédure glaciale, la voix de Sarah Ridgway a apporté une dignité bouleversante à l'audience. Debout devant l'assassin de sa fille, elle a refusé de lui accorder la moindre parcelle de son attention ou de sa haine. Avec une force d'âme remarquable, elle a déclaré à la cour qu'une fois sortie de cette pièce, elle oublierait le nom du meurtrier pour ne se souvenir que de Jessica. C'était un acte de résistance ultime, une volonté farouche de ne pas laisser l'obscurité du crime définir le reste de sa vie. Le deuil de la famille Ridgway est devenu celui de toute une nation, mais il a aussi été le catalyseur d'un changement profond dans la manière dont la communauté envisageait sa propre sécurité. L'illusion de l'invulnérabilité des banlieues s'était dissipée, laissant place à une vigilance nouvelle et à une volonté de transformer cette douleur en un héritage protecteur pour les autres enfants. L'un des héritages les plus tangibles de cette tragédie fut la naissance du Lassie Project. En analysant le fossé de notification de 8 heures qui avait donné une avance fatale à Austin Sigg, des parents et des développeurs ont compris que le système d'alerte traditionnel était trop lent. Ils ont créé une application mobile conçue pour créer un village numérique instantané. L'idée était simple mais révolutionnaire. Si un enfant disparaissait, un parent pouvait déclencher une alerte immédiate, notifiant tous les utilisateurs dans un rayon local, permettant ainsi de mobiliser des centaines de pères Dieu en quelques secondes, bien avant que les rouages bureaucratiques de la police ne puissent se mettre en marche. Bien que le nom Lassie soit aujourd'hui partagé par d'autres projets technologiques, son origine dans le Colorado restera à jamais liée à la volonté de ne plus jamais laisser une mère dormir
sans savoir que son enfant est en danger. Pour clore ce chapitre douloureux, la ville de Westminster a entrepris de reconquérir l'espace où tout avait commencé. Chelsea Park, le lieu de l'enlèvement, n'est plus ce qu'il était. Il a été officiellement rebaptisé le Jessica Ridgway Memorial Park. Ce n'est pas un simple lieu de commémoration sombre, mais un espace vibrant de vie, conçu pour refléter la personnalité de la fillette qui l'aimait tant. Tout y est violet, de la structure de jeu au balançoire. On y trouve une tyrolienne, son jeu préféré, et des gravures de blagues de type toc-toc, dont Jessica raffolait. Des libellules sculptées ornent le mobilier urbain, rappelant un projet scolaire qu'elle terminait juste avant sa mort. En transformant le théâtre d'un crime en un sanctuaire de joie enfantine, la communauté a envoyé un message puissant. Le souvenir d'une vie innocente sera toujours plus fort que l'ombre d'un prédateur. L'affaire Jessica Ridgway demeure une étude de cas terrifiante sur la collision entre l'innocence la plus pure et une malveillance sophistiquée. Elle nous rappelle que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais peut parfois se cacher dans la banalité du quotidien, sous les traits d'un adolescent solitaire vivant à quelques portes de chez nous. Elle a révélé les failles de nos protocoles de communication et la nécessité d'une coopération totale entre les citoyens et les forces de l'ordre. Mais au-delà des rapports forensiques et des chronologies judiciaires, c'est l'image de cette petite fille en manteau noir, aimant le violet et les blagues simples, qui persiste. Jessica n'est plus une victime anonyme de plus. Elle est devenue un symbole de résilience et un rappel constant que notre sécurité repose sur la vigilance et l'amour que nous portons aux membres les plus vulnérables de notre société. Alors que nous refermons cette enquête sur traces perdues, une question demeure dans l'esprit de beaucoup. Comment aurions-nous réagi si nous avions été les voisins de cette maison de la 102e avenue? Ce récit nous pousse à regarder de plus près notre propre environnement et à ne jamais ignorer ces petits signaux d'alerte qui, mis bout à bout, peuvent éviter l'innommable. Nous vous remercions d'avoir suivi ce documentaire exhaustif sur l'un des cas les plus marquants du Colorado. Votre soutien nous permet de continuer à documenter ces histoires avec le respect et la profondeur qu'elles méritent. Et vous, que pensez-vous de la sentence infligée à Austin Sigg? Le système judiciaire a-t-il été assez ferme face à un crime d'une telle nature commis par un mineur? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous lisons chaque message avec attention. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les recoins les plus sombres de la réalité humaine.